Bonjour à tous. Donc on va poursuivre avec la table ronde. Donc, vous allez avoir différentes réactions à la communication de Dominique Bourg par des personnes qui viennent de disciplines très différentes. Alors pour commencer, on va commencer par Nathalie Frogneux, qui va nous donner un éclairage du point de vue de la philosophie. Nathalie Frogneux qui est professeure de philo à l'UCL. Elle est membre notamment des centres de recherche européens, donc centre de recherche en philosophie pratique, et du laboratoire d'anthropologie prospective. Alors elle s'intéresse notamment aux questions de responsabilité à l'égard de la nature, depuis sa recherche qui a été consacrée à Hans Jonas. Et à ce propos, elle a publié en 2001 un ouvrage qui est intitulé Hans Jonas et ou la vie dans le monde. Voilà, je vous laisse la parole pour 15 minutes. Merci beaucoup. En fait, je me suis demandé comment, en tant que philosophe, je pouvais contribuer à cette question. Et je suis revenue encore et encore sur la question de la responsabilité. C'est ce que je voudrais essayer de faire aujourd'hui. C'est d'essayer de vous montrer comment il me semble que le concept de responsabilité doit évoluer, être maintenu mais évoluer, pour justement faire droit à une philosophie de l'action et ne pas être simplement dans l'espoir sans possibilité d'agir sur ce qui se passe. Donc je voudrais en fait parler de la puissance et de l'impuissance de la responsabilité en insistant sur les difficultés que nous rencontrons aujourd'hui. C'est d'abord le fait que nous perdons le sentiment de responsabilité, d'une part parce que la responsabilité semble massive, énorme, infinie, alors que nos moyens sont évidemment toujours finis. Je vais essayer de montrer ça. Donc nous n'avons plus de sens évident de la responsabilité des actes que nous posons au niveau individuel sur l'impact au niveau de la nature, au niveau de l'environnement. Nous n'avons pas de perception immédiate de cette responsabilité et donc elle est mise en difficulté. Elle peut jouer évidemment un rôle de déni dans la position de l'homme au sein de la nature. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle peut très bien, au nom de la responsabilité, on arrive à faire le jeu du système en se disant simplement il est impossible de prendre en charge une responsabilité infinie et globale, et donc mieux vaut s'en débarrasser. D'autre part, la responsabilité est devenue beaucoup plus complexe. Et donc, il faudrait essayer de lui redonner une nouvelle définition pour la rendre commensurable. Donc, je vais essayer de vous montrer comment on est passé d'une responsabilité sur le modèle de la maîtrise à une responsabilité sur le modèle de la commensurabilité entre nos actions et les conséquences de notre action. Alors, vous savez sans doute que la responsabilité au sens classique repose sur un trépied. Il y a une responsabilité au sens classique, c'est-à-dire une responsabilité pour faute, lorsque quelqu'un s'éloigne sciemment d'une loi ou d'une règle qu'il devait appliquer et entraîne un dommage. Si on peut établir le lien causal entre la personne qui a commis le dommage et le dommage en question, et bien alors on peut imputer la faute à cette personne qui est donc responsable des actes qu'elle a commis par le passé. Dans ce trépied, donc la faute, le dommage et le lien causal, on a une explication très claire de ce qu'est la responsabilité individuelle et elle a été alors prise en charge par le droit, qui donc montrait qu'il y avait un écart vis-à-vis de la norme ou de la loi. Ce qu'on a plutôt laissé dans l'ombre en insistant sur ce trépied, c'est le fait qu'il y avait une instance tierce qui était capable d'établir le lien causal et qu'il y avait aussi une commensurabilité temporelle, c'est-à-dire qu'on savait, on pouvait établir un lien entre les faits commis et les personnes qui devaient en rendre compte, puisque cela se passait dans un espace temporel assez court. C'est donc le premier temps de la responsabilité pour faute. Par la suite, on va passer à une responsabilité solidaire, c'est-à-dire que ce que l'on tente de faire, c'est d'indemniser les victimes ou de réparer les dommages commis. On est alors dans une
responsabilité collective, c'est la fin du XIXe siècle et c'est au moment où on doit affronter de grands accidents du travail dans les milieux industriels. Donc la question alors est de savoir qui peut indemniser, qui peut réparer les dommages, et donc est responsable celui qui a les moyens de prendre en charge les dommages à l'égard des victimes. La polarité va donc se déplacer du côté de la victime et finalement d'une responsabilité au sens administratif, puisque ce qu'il faut faire, c'est mettre en place des procédures, des structures adéquates pour prévenir les accidents, et celui qui poserait un geste entraînant une catastrophe ne sera dit responsable que s'il n'a pas tenu compte des structures adéquates et des règles mises en place. C'est-à-dire que le patron est responsable de l'ensemble des règles mises en place et celui qui pose un geste malheureux, s'il a fait ce qui était prévu dans la structure générale de l'industrie, puisque c'est surtout le cadre industriel. C'est surtout dans le cadre industriel que ça se passe. Eh bien, si on tient pour responsable celui qui a posé le geste malheureux entraînant le dommage, on parlera du lampiste, évidemment. Ce n'est pas lui qui est responsable dans cette structure où la responsabilité est essentiellement de type administratif. Alors aujourd'hui, nous sommes passés à un autre type de responsabilité que l'on pourrait appeler la responsabilité comme précaution ou bien une responsabilité de commensurabilité. C'est à partir du dernier tiers du XXe siècle que l'on se rend compte que désormais la question est bien d'éviter les dommages plutôt que de tenter de les réparer ou bien d'indemniser les victimes. On a en 1974 John Passmore qui va distinguer 3 attitudes à l'égard de la nature, issues de la tradition judéo-chrétienne: celle de la maîtrise, celle qui appelle celle de despote, qui vise à dominer et à s'imposer, celle de l'intendant, qui protège, et celle du coopérateur, qui vise à améliorer. Alors, aujourd'hui, nous voyons bien que nous ne sommes plus dans la question de l'amélioration, sauf peut-être pour ceux qui se lancent dans le transhumanisme. Nous sommes plutôt dans une responsabilité qui serait celle de l'intendant. Et une responsabilité que je pourrais qualifier de préservation. Il s'agit de tourner le regard vers l'avenir, donc de ne plus montrer comment une personne est à l'initiative d'un dommage déjà causé, mais plutôt d'éviter de causer des dommages. Nous sortons donc de la maîtrise, puisque ce que nous avons désormais devant les yeux, c'est un monde complètement incertain, où l'enchaînement causal sera difficilement établi, et donc la prévision des actes posés est très difficile à établir, et souvent donc cette responsabilité est constatée a posteriori, alors même qu'elle devrait avoir une force d'anticipation extrême. Alors c'est Dominique Bourg qui parle d'une responsabilité transcendantale. C'est une responsabilité à l'égard des conditions de notre existence humaine libre et responsable. Ce que nous faisons désormais, c'est parfois poser des actes qui vont remettre considérablement en question la possibilité que nous avons de poser des actes de manière consciente, libre et délibérée. Alors faut-il pour autant se dire que dans ce cas-là, si les dommages sont transcendantaux, si les dommages donc sont d'un autre ordre que ceux que l'on constatait encore même dans la responsabilité solidaire, puisque désormais ils remettent en question notre capacité d'action, il faut renoncer à la responsabilité. Je ne le pense pas, mais ce qu'il me semble, c'est qu'il faudrait rendre notre capacité d'action commensurable à qui nous sommes. Donc, les pôles se sont transformés. Il s'agira
pourtant de les maintenir. Je vais juste peut-être passer en revue les pôles, les 5 pôles en question que j'avais identifiés en commençant. La notion de victime des dommages s'est élargie aux non-humains. On voit bien qu'il peut y avoir une espèce animale qui sera la victime d'un équilibre écologique des ressources fossiles, des conditions de notre liberté ou même de notre conscience. Donc le dommage peut être désormais une perte irréversible en soi et pas seulement pour l'environnement, c'est-à-dire au regard des intérêts humains, directs ou indirects. Je préfère parler de responsabilité à l'égard de la nature plutôt qu'une responsabilité environnementale. Ensuite, la responsabilité globale porte sur un ensemble de conséquences d'une action collective réticulaire. Ça, c'est un grand problème, évidemment, c'est que désormais, ce sont des réseaux qui se mettent en place et qui vont engendrer des conséquences immédiates ou médiates, qui soient contemporaines des agents ou pas. Si les conséquences sont futures, elles peuvent être dans un futur proche ou dans un futur lointain. Elles sont intentionnelles ou collatérales, prévisibles ou imprévisibles. Il y a donc un ensemble de conséquences qu'il faut pouvoir rattacher à un ou des acteurs, parfois à un acteur collectif, qui n'en a pas la maîtrise. C'est ça toute la difficulté, évidemment, pour la responsabilité, c'est d'être pensé dans un autre cadre que celui de la maîtrise, puisque, comme vous l'avez compris, dans le premier type, l'acteur pose un acte en connaissance de cause, en sachant qu'il s'éloigne ou pas de la loi, et il va jusqu'au bout de cette action de pouvoir en rendre compte. Ce n'est plus le cas ici, l'acteur est collectif et les conséquences peuvent être très larges. En outre, ce que nous avons comme difficulté aujourd'hui, c'est que nous n'avons pas d'instance tierce qui serait capable d'imputer la responsabilité. Qui serait cette instance tierce? Est-ce que c'est l'ensemble des générations futures qui auront à subir les conséquences de notre action? Mais alors, nous ne serons plus là pour en rendre compte. Est-ce que c'est l'image que nous avons de nous-mêmes? Qui est cette instance qui vérifie notre capacité à être responsable? Est-ce que c'est... Alors, ici, c'est peut-être l'intérêt de discours religieux. Est-ce que c'est une instance transcendante qui pourrait être mobilisée pour évaluer quel type d'humanité nous incarnons, nous avons incarné? Donc, on a un grand problème quant à cette instance tierce qui est jouée dans le cadre juridique habituel, évidemment, par la magistrature. L'échelle temporelle, ça vous avez compris, a complètement changé. Elle n'était pas pensée comme telle dans le cadre classique de la responsabilité. Et puis, ce que je crois nécessaire alors de penser, c'est une responsabilité décentrée et commensurable. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il me semble que pour sauver une philosophie de l'action, il faut penser effectivement le lien entre des actes posés, même collectivement, même si ce collectif est très complexe à identifier. On a parlé plusieurs fois ce matin du nous, c'est qui ce nous? Est-ce que ce sont les politiques? Comment forme-t-on une communauté politique? Comment forme-t-on le commun, etc. Donc ce nous est extrêmement complexe à identifier. Et en même temps, ce nous doit être pensé, me semble-t-il, alors avec plusieurs portes d'entrée. Sinon, nous allons simplement devoir dire cette responsabilité est écrasante et donc nous ne la prenons pas. C'est ce qui s'est passé, me semble-t-il, à la suite du principe responsabilité de Hans Jonas, c'est que tout le monde a dit mais regardez, si cette responsabilité est infinie, alors personne ne la prendra, c'est pas la peine, continuons à jouer cette fête frivole et à ne pas prendre les choses en considération. Donc pour ne pas jouer le jeu du déni, il me semble qu'il faut essayer de retravailler cette idée d'acteur collectif en essayant de garder ce qui était intéressant dans la définition classique de la responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut peut-être revenir à la dimension de faute en ayant le courage au niveau institutionnel d'établir des lois par rapport auxquelles on va s'éloigner ou pas, donc des contraintes, etc.
Il doit y avoir, me semble-t-il, des normes qui vont être établies au niveau d'instances transnationales pour le bien commun. Il me semble aussi qu'il peut y avoir des incitants, alors des incitants financiers éventuellement pour essayer d'engendrer des mécanismes de comportement responsable. Les sociologues d'ailleurs montrent qu'il faut souvent jouer sur les incitants et les interdits en même temps pour changer les comportements. C'est ce qu'on observait par exemple en Belgique avec le tri des déchets. Hein, il fallait à la fois des incitants et des interdictions. Il ne faut pas tout faire reposer sur les bonnes volontés, mais il ne faut pas non plus évidemment tomber dans quelque chose de trop drastique, sinon les gens n'y adhèrent pas. Donc, il me semble que pour sauver la philosophie de l'action dont nous avons parlé ce matin, il faudrait aussi éviter qu'il y ait une déresponsabilisation ou d'une victimisation par culpabilisation d'autrui, en se disant mais il est de toute façon trop tard, regardez, on est déjà dans le mur, on ne parviendra pas à freiner, etc. Autre forme de déni. Il faut instaurer une responsabilité que nous pouvons endosser, et pour cela, je crois qu'il faut essayer de penser le système, voir à quel endroit le système nous donne pourtant des prises et à quel endroit justement nous pouvons essayer de freiner. Donc, contre la maîtrise pour la commensurabilité. Voilà, merci, parfaitement dans les temps. On va passer à la deuxième personne, donc, qui est Philippe Sonnet, qui va nous donner un éclairage un peu différent. Donc, Philippe Sonnet est ingénieur civil des mines, il est docteur en géologie. Il a étudié pendant une vingtaine d'années le mode de formation des gisements métallifères et l'estimation de leurs réserves à l'aide de méthodes géostatistiques. Donc actuellement, il étudie depuis une quinzaine d'années la concentration en métaux lourds d'origine naturelle ou anthropique dans les sols, qu'ils soient agricoles, urbains ou péri-industriels. Il effectue sa recherche au sein du groupe de recherche en sciences du sol et géochimie de l'environnement, au sein du pôle environnement de Lost and Life Institute, de l'UCL, et il enseigne à la faculté des bio-ingénieurs les sciences de la Terre. Il s'interroge sur le silence socialement construit régnant actuellement au sujet de la crise écologique. Je vous cède la parole pour 15 minutes. Merci. Donc le titre de notre réunion est « La transition vers un monde soutenable ». Alors je me suis interrogé sur le mot « transition ». S'agit-il d'y voir une référence au mouvement des villes en transition, également connu sous le nom d'initiative de transition, qui est un mouvement donc, citoyen qui vise à catalyser les énergies et la créativité citoyenne dans un objectif de reconception des différents secteurs de la société, l'énergie, l'habitat, le transport, l'agriculture, etc. Ou bien, dans le même esprit, prend-on ici le mot transition dans le sens que lui donne le philosophe belge Pascal Chabot, je cite, « La transition, c'est le changement désiré ». Mouvement citoyen, changement désiré. Je me suis posé la question suivante, mais en réalité, qui désire encore ce changement? Je viens d'un secteur de l'université où, depuis plus de 35 ans, j'entends parler autour de moi, parmi mes collègues, dans ma recherche, des problèmes environnementaux et des limites de la planète. Et du plus important de ces problèmes, évidemment, car il les contient tous, et qui est le changement climatique. Dans mon domaine, je suis confronté à la notion de ce qui est inéluctable, parce qu'inscrit dans les lois naturelles et dans les limites physiques. Par exemple, dans ma discipline, et j'appartiens à la corporation des géologues qui, comme le disait Dominique Bourg, ont facilité l'exploitation de la Terre. Donc dans mon domaine, dans ma discipline, il n'y a pas de retour en arrière pour les métaux. Une fois qu'ils ont été extraits, la mine est vide, un grand vide béant dans les entrailles de la Terre, à tout jamais silencieux et obscur. La Terre n'engendre pas en permanence des métaux qui poussent en son sein comme on le pensait durant l'Antiquité ou jusqu'au Moyen-Âge. Il faut sans cesse rechercher de nouveaux gisements, qui sont généralement de moins en moins riches et dont l'exploitation demande de plus en plus d'efforts et surtout de plus en plus d'énergie. Après leur utilisation, il se produit inévitablement une dispersion de métaux. Il est en général plus possible d'en récupérer qu'une petite partie par recyclage. Autre image d'un retour en arrière impossible, lorsque les sols sont pollués par des métaux lourds, il n'y a pas
de mécanismes d'épuration naturelle. Les métaux émis par les cheminées depuis 200 ans, depuis le début de la révolution industrielle, sont toujours là dans les sols qui ont été impactés par les retombées atmosphériques. Les métaux sont en effet des polluants qui sont permanents. Alors un autre domaine également où les lois du monde physique sont inévitables, la tonne de CO2 qui était émise dans l'atmosphère pour obtenir le ciment qui a servi à bâtir ce local vaut autant que la tonne de CO2 émise il y a 50 ans par le bombardier B-52 américain venu nous libérer durant la dernière guerre, ou encore qu'une tonne de CO2 qui serait émise en 2050. Dans les trois cas, ce qui compte, c'est la contribution de ce CO2 à l'effet cumulatif. L'accumulation au cours du temps, le CO2 déjà émis dans le passé se trouvant encore presque en totalité dans l'atmosphère ou dissous dans les océans. Dans son livre Requiem for a Species, Why We Resist the Truth About Climate Change, traduit en français par l'éditeur du livre En Requiem pour l'espèce humaine, faire face à la réalité du changement climatique, le philosophe australien Clive Hamilton, déjà cité par Catherine Larère tout à l'heure, raconte une réunion scientifique qui a rassemblé une cinquantaine de climatologues à Oxford, en Angleterre, en septembre 2009. Le titre de cette réunion est 4 degrees and beyond, 4 degrés ou plus, qui était sous-titré Implication d'un changement global de 4 degrés ou plus sur les gens, les écosystèmes et le système Terre. Je signale que toutes les présentations, en fait, à cette réunion scientifique 4 degrees and beyond peuvent être regardées gratuitement sur iTunes. Alors vous savez que l'on parle de l'objectif de 2 degrés sur lequel le G8 s'est accordé à l'Aquila en 2009 et qui est également donc celui de l'engagement européen. Et une des conclusions de la conférence 4 degrees and beyond, 4 degrés ou plus, c'est que cet objectif de 2 degrés est déjà en fait hors de portée. Il faudrait pour cela que l'émission du CO2 dans nos pays, les pays riches, se passe exactement cette année-ci, maintenant en 2015, et que les émissions diminuent ensuite à raison de 3% par an pour atteindre en fait, dans 5 ans, en 2020, 25 à 45% de la consommation, non pas actuelle, mais en 1990. Et donc il faut également que pour l'ensemble du globe, en fait, on atteigne en 2050 une diminution de 50% des émissions. Et en réalité, nous ne sommes pas du tout actuellement sur cette trajectoire. Et une prévision réaliste est qu'on est en route, en fait pour les 4 degrés d'augmentation qui seront atteints si rien ne change en 2070 ou même peut-être déjà en 2060. Le message de la conférence 4 degrés ou plus est clair. Une augmentation dépassant 2 degrés va déjà, selon toute vraisemblance, engendrer des disruptions massives, majeures, tant sociétales qu'environnementales, au cours de ce siècle et par la suite. Vous me direz, oui, mais la différence est-elle si importante entre 2 degrés et 4 degrés ? À 4 degrés, les limites de la capacité d'adaptation, les limites de capacité d'adaptation humaine et naturelle seront vraisemblablement complètement dépassées. La réponse à cette question de John Schellnhuber, un climatologue de réputation mondiale, est laconique. La différence entre 2 et 4 degrés, c'est l'existence même de la civilisation humaine. Alors Clive Hamilton conclut dans son ouvrage de la façon suivante: espérer qu'une rupture majeure du climat de la Terre puisse être évitée relève du pur fantasme. Rester optimiste malgré les faits, y compris en continuant à placer des espoirs sans fondement dans le pouvoir d'action des consommateurs ou dans le recours à la technologie, revient à prendre le risque de voir nos espoirs se muer en chimères. Vous allez me dire, mais comment espérer autre chose que le découragement avec un tel message qui n'apporte aucune vision d'avenir qui soit concevable? N'est-ce pas pécher par excès de pessimisme? Les scientifiques des sciences exactes n'ont-ils vraiment rien d'autre à apporter que ce discours tétanisant? Alors en réponse à cette question, le sociologue William Catton écrivait en 1980 dans Overshoot, the Ecological Basis of Revolutionary Changes, je cite, « L'humanité doit parier sur un avenir incertain, et ceci pour des enjeux phénoménalement élevés. Et ironiquement, moins nous nous autorisons à faire des hypothèses optimistes sur les perspectives de l'humanité, plus grandes seront nos chances d'atténuer les épreuves que rencontrera notre espèce. » Alors quand on quitte la sphère scientifique des sciences naturelles ou exactes, on a franchement l'impression que plus personne ne parle actuellement du changement climatique.
La lutte contre le réchauffement climatique n'apparaît plus en ordre utile dans les programmes politiques. L'annonce que l'année 2014 a été la plus chaude ne figure que dans un à 3 filets, dans mon journal. Il n'y a pas dans le public une perception des dimensions du problème, ni de son côté permanent. Dans les médias, la politique, le discours syndical, l'entreprise, les églises, même au sein des familles, à table, entre amis, le sujet n'est jamais abordé. Et lorsqu'il l'est, il débouche invariablement sur un profond malaise. George Marshall, mondialement connu pour son travail pour les ONG, aborde ceci dans un livre particulièrement éclairant. Je vous le conseille à tous. Excellent. Et il est en plus parsemé de pépites d'humour british. C'est moi qui le Et ce livre, donc, c'est Don't Even Think About It. Why Our Brains Are Wired to Ignore Climate Change. Donc n'y pensez même pas, ça c'est, je traduis le titre, n'y pensez même pas pourquoi nos cerveaux sont programmés en fait pour ignorer le changement climatique. Donc George Marshall parle d'un silence socialement construit à propos du changement climatique et même d'un méta-silence. Le méta-silence, c'est que non seulement nous ne parlons pas de l'éléphant qui se trouve dans la pièce, mais en plus nous ne parlons pas du fait que nous n'en parlons pas. Donc l'idée du changement climatique paraît être aussi rebutante, aussi déplaisante finalement que celle de la mort. Climate change might be a proxy of death, dit l'une des personnes interrogées par George Marshall dans son livre. Donc si j'ai commencé mon intervention par le fait que je viens d'un secteur de l'université où j'entends parler depuis plus de 35 ans des problèmes environnementaux et des limites terrestres, c'est parce que j'ai l'impression que les philosophes appartiennent à un secteur de l'université où ces problèmes n'ont eu finalement que très peu d'écho jusqu'à présent. Harald Wessler, dans son ouvrage « Les guerres du climat, pourquoi on tue au XXIe siècle », cité par André Lebeau en 2011 dans Les horizons terrestres, réflexions sur la survie de l'humanité, Harald Wessler, psychosociologue de la violence, donc fait cette réflexion. Dans toute l'histoire des sciences, on ne trouverait sans doute aucune situation comparable où le scénario scientifiquement évident d'un changement de vie dans de vastes parties du monde soit enregistré par les sciences sociales avec une telle indifférence. Bien sûr, je n'assimile pas en totalité la philosophie aux sciences sociales. Mais il y a une vérité dans tout ceci, que vient heureusement donc démentir la présente réunion. Et c'est pour cela que je pense que notre réunion est importante et qu'elle a un caractère tout à fait singulier. Alors je voudrais, si j'ai encore le temps, exprimer donc, en toute naïveté en fait ce que j'aimerais bien recevoir de l'activité des philosophes. Tout d'abord, un cadre philosophique qui permette, pendant que ça existe un cadre philosophique, qui permette de réaffirmer la dimension biologique de l'homme, alors que la tendance dominante a été d'en faire avant tout un être social. Remettre au centre l'idée que l'espèce n'échappe pas aux lois qui régissent la survie des autres espèces, comme l'a fait le philosophe suédois Craig Dilworth, qui a repris et développé donc la ligne de pensée de Catton dans son ouvrage « Too Smart for Our Own Good, the Ecological Predicament of Humankind », que je traduis par « Trop malin pour notre propre bien, la situation écologique problématique de l'humanité ». Pour Dilworth, l'homme ne diffère des autres espèces au point de vue de sa survie que par la technique qui lui a permis en fait d'augmenter son prélèvement sur la nature, afin de surmonter les impasses engendrées par sa croissance démographique. Ensuite, ce que j'aimerais obtenir de la part des philosophes, c'est un cadre philosophique à nouveau qui précise ce qu'est la vertu, ce qu'est une bonne vie, une vie qui vaut la peine d'être vécue dans une société qui serait devenue pérenne, c'est-à-dire une société où non seulement la consommation d'énergie et de biens aurait été drastiquement réduite, mais également la démographie aurait été maîtrisée, également pour abaisser le besoin en énergie. Également un cadre philosophique pour la gouvernance, par exemple l'abandon d'une part de la souveraineté nationale des États au profit d'une instance internationale pour l'environnement, ou bien un cadre pour le contrôle à la source, au puits de pétrole ou à la sortie de la mine, des quantités de combustibles fossiles extraites. Car ce qui est sorti de terre aboutit inévitablement sur le CO2 dans l'atmosphère. Il faut savoir que sur l'ensemble des réserves géologiques de combustibles fossiles que les entreprises travaillant dans l'énergie possèdent dans leur portefeuille, seul un tiers peut encore être sorti de terre. Les 2 tiers restants doivent y rester si l'on veut éviter une catastrophe climatique. Donc il n'est pas difficile d'imaginer la perte de capitalisation boursière
et la perte de revenus potentiels pour les pays pétroliers en fait, que ceci représente. Alors, un cadre philosophique pour la justice intergénérationnelle et la justice entre les pays riches qui ont bénéficié du CO2 émis jusqu'à présent et les pays pauvres qui non seulement n'en ont pas bénéficié, mais doivent également subir de façon considérablement plus importante les conséquences néfastes de ces émissions du passé. Et enfin, une philosophie qui ose explorer le futur, qui n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis, qui ose faire de la science-fiction, au sens noble du terme, non pas une rêverie où interviendrait une solution technologique, mais imaginer et travailler sur différentes évolutions pour l'humanité, évolutions qui respectent les lois physiques et les contraintes de temps que nous implique la Terre. Ben, je peux dire tout de même que parmi tous ces demandes que j'ai naïvement rédigées ici, pas mal en fait, j'ai l'impression que pas mal ont été en fait rencontrées par les différents intervenants de cette réunion. Merci. Merci, on va passer à l'intervenant suivant. Il y aura l'occasion de quelques questions à la fin de la table ronde, mais on va laisser toutes les personnes s'exprimer d'abord. Donc en troisième lieu, nous allons écouter Patrick Meffroy. Donc Patrick Meffroy est docteur en géographie à l'UCL, mais il a aussi fait un DEA en sociologie et il est aussi diplômé de l'écologie humaine à la BIB. Il est actuellement chercheur au FNRS au sein du Centre de recherche sur la Terre et le climat, le Centre Georges Lemaire. Ses recherches explorent les questions de transition écologique, principalement à travers l'organisation de l'espace, l'utilisation des sols et la gestion des ressources naturelles. Elle vise à comprendre le lien existant entre les dynamiques d'utilisation des terres, les conflits et synergies entre différents usages, l'agriculture, la foresterie, le développement et services écosystémiques, mais aussi entre les différents usagers et les possibilités d'instaurer des équilibres entre ces différents éléments humains et environnementaux. Ce travail engage un va-et-vient entre différentes échelles, locales, régionales et mondiales. Voilà, merci. Bon, donc moi je n'avais pas préparé un joli texte, donc je vais essayer de faire au mieux. Mais donc j'ai essayé de mettre ensemble un certain nombre de réactions à tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Ça ne sera peut-être pas entièrement structuré et il y a un certain nombre de choses qui seront peut-être juste des répétitions de ce que certains ont dit, mais voilà, c'est peut-être juste ma façon de le redire. Donc d'abord, je suis, disons, assez content parce que j'ai souvent l'impression, et c'était un peu comme ça que je voulais commencer aujourd'hui, mais donc comme je suis agréablement surpris, là ça va tomber à l'eau, j'ai souvent l'impression que dans ces travaux et dans le GRIS tel qu'on l'a pensé avec Charlotte qui n'est plus là, ah oui, qui est là, mais qui s'est mise dans le fond, juste pour me stabiliser. Qu'il y a cette vision comme ça pyramidale des disciplines où on part des sciences et techniques et puis on va vers des questions économiques et puis sociales, politiques et puis plus anthropologiques et puis philosophiques. Et l'idée qu'il y a un peu une concordance entre deux axes différents. Un axe qui est l'axe comme ça qui va des techniques des sciences naturelles jusqu'à la philosophie à l'autre bout. Et un autre axe qui est la question d'un changement marginal, graduel, ou des ajustements légers vers un changement complètement fondamental et transformatif, une transition réellement écologique. Et souvent, j'ai un peu l'impression qu'il y a l'idée que ces deux axes évoluent de façon concordante, en parallèle l'un avec l'autre. Donc plus on va des sciences naturelles et techniques vers la philosophie, plus on va vers les fondements, vers les aspects réellement, les fondements au sens des fondamentaux, donc les aspects qui fondent tout le reste, et que si on veut réellement arriver à une transition écologique, on doit remplacer le fondement philosophique, normatif,
ontologiques, épistémologiques de nos sociétés, et que sans ça, il n'y a pas de transition. Voilà, la transition, c'est remplacer tout ce fondement. Et par rapport à ça, moi j'ai un peu deux remarques qui sont des choses qui ont été dites un petit peu aujourd'hui. La première, c'est la question de l'anthropocène. Donc, Denis Bourg l'a rappelé, il y a tout un débat actuellement, avec les géologues et d'autres, sur l'anthropocène, qu'est-ce que c'est, est-ce que c'est vraiment vrai ou pas. Hein, sans rentrer dans ce débat-là, une des idées qui est avancée à propos de l'anthropocène, c'est qu'on est en fait dans une très longue anthropocène. C'est que l'anthropocène, essentiellement, c'est l'Holocène. Depuis la fin de la dernière glaciation, l'humanité transforme la planète. Le rythme s'est accéléré de façon très très claire depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, etc. Mais que si on regarde les changements cumulatifs sur ces 10 000 dernières années, en termes atmosphériques, de carbone, de biodiversité, de paysages impactés, de transformation dans les cycles de l'érosion, de l'azote, etc., en réalité, l'Anthropocène a commencé il y a beaucoup plus longtemps que ça. Et l'être humain modifie, transforme sa planète depuis très très longtemps. Je ne vais pas rentrer dans la question de savoir s'ils ont vraiment raison ou pas sur le plan de est-ce qu'on peut qualifier ça d'anthropocène ou pas, mais mon point par rapport à ça, c'est de dire que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de... C'est un peu cette histoire-là, c'est l'histoire de une série de transformations de techniques, comme Philippe l'a dit, c'est des techniques qu'on utilise pour résoudre des problèmes, et généralement, la plupart du temps, quand l'être humain invente un outil technique pour résoudre un problème, il crée des autres problèmes en conséquence. Et donc on est depuis 10 000 ans, 15 000 ans, depuis 6 000 ans si on veut compter plus court, enfin, peu importe à peu près l'échelle de temps dans laquelle on se place, on est dans ce processus constant de réparer nos erreurs passées en trouvant des solutions, et qui sont techniques, mais qui sont des outils techniques sur le plan de la technologie au sens strict, mais aussi des technologies sociales, des nouvelles formes d'organisation politique qui résolvent certains problèmes. Quand on commence à avoir l'agriculture, on a des concentrations de population plus grandes, on a besoin de systèmes politiques plus complexes et plus centralisés pour organiser ces territoires qui créent un surplus, etc. Mais en créant ces organisations politiques plus complexes, nations, États, etc., on crée des nouveaux problèmes sociopolitiques, etc., etc. Et on est dans cette chaîne sans fin, j'en sais rien, mais en tout cas, on est dans cette chaîne continue de créer des problèmes, de les résoudre, de créer des problèmes, de les résoudre. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est la question de la fragmentation. Je suis tout à fait d'accord qu'on est actuellement dans une période où il y a probablement beaucoup trop de fragmentation dans les domaines des savoirs. On a du mal à penser la globalité, etc. Et c'est un problème. Mais la réalité aussi est qu'il y a une multidimensionnalité des problèmes, des enjeux, des questions, et qui est en partie une incommensurabilité des problèmes. Qui fait que la fragmentation est un fait aussi qui reflète la complexité du monde, et le fait qu'il y a des dimensions qui sont incommensurables l'une aux autres. On a déjà dit beaucoup, le changement climatique, c'est très loin d'être le seul problème actuel. Les questions de biodiversité, de ressources naturelles, de l'eau, des sols, bref, la liste est très très longue, et tous ces problèmes sont reliés les uns aux autres, ils interagissent les uns avec les autres. Effectivement, on a un système terrestre, etc. Mais ils sont en partie incommensurables. Une tonne de carbone, c'est pas, il n'y a pas moyen de transformer ça en espèce de biodiversité. C'est juste des choses différentes. Donc, quand on parle de répondre à la fragmentation des savoirs, c'est important, mais c'est important d'éviter d'aller trop vite vers des tentatives de globaliser les problèmes, de les réduire à des choses assez simples. Pour revenir sur la question des indicateurs de ce matin, un indicateur comme l'empreinte écologique, par exemple, qui essentiellement réduit tout à des hectares qui sont réduits à des tonnes de carbone, n'a peut-être un intérêt éducationnel dans une école primaire,
mais en dehors de ça, n'a aucun intérêt sur le plan politique, sur le plan de savoir s'orienter par rapport au changement, savoir qu'est-ce qu'on doit faire en termes de diagnostic, en termes de pronostic. Un indicateur, pareil, n'a aucun intérêt. Et si on va vers des normes tout à fait uniques, en fait, on en arrive à ce que Dominique Bourg a dit tout à l'heure, c'est-à-dire la norme unique la plus simple qu'on a, c'est la monétarisation, et donc finalement, c'est du totalitarisme, plus ou moins. Donc juste ces 2 points. Un, l'anthropocène dans le temps long, on est dans cette dynamique de créer des problèmes et de les résoudre. Et 2, les problématiques complexes sont en partie complexes parce qu'elles sont en partie inconventionnelles. Et donc du coup, en termes d'action, ou de philosophie de l'action, mon impression, mais qui rejoint, j'ai l'impression, ce que la plupart des intervenants ont dit, c'est que on doit pas viser ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire attendre de la philosophie qu'elle nous propose l'homme nouveau, ontologique, éthique et anthropologiquement, qui va permettre de transformer le système et d'arriver à cette transition. Ce qu'il faut faire, c'est il faut faire des choses, il faut changer, il faut accepter qu'il y a un certain nombre de choses qui sont des actions sectorielles, des choses dans lesquelles on va essayer de résoudre un certain nombre de problèmes concrets qui ne vont pas avoir un effet systémique, en tout cas en tant que tel. L'idée, a priori, pour moi, est qu'il y aura un effet systémique. Au bout du compte, évidemment, on arrivera à une transformation vers autre chose. Mais en acceptant qu'une solution ne va pas permettre de résoudre tout, elle va peut-être même créer d'autres problèmes. Mais même si les problèmes actuels ou les enjeux actuels sont évidemment d'une échelle et d'une complexité qui est un peu inouïe, il reste des problèmes un peu du même ordre que ceux auxquels l'humanité est confrontée depuis l'origine, c'est-à-dire les questions de gestion de ressources naturelles, de pollution, d'organisation sociale, de justice sociale, etc. Donc, j'ai l'impression, a priori, qu'il n'y a pas de raison de penser qu'on va arriver à une transition écologique, qui va arriver à un monde, à la fin de l'histoire, où on a résolu tous les problèmes. Le plus probable, en regardant ce qui s'est passé les 10 000 dernières années, c'est qu'on va trouver, si on y arrive, mais que si on arrive à trouver des solutions à un certain nombre de problèmes, ça risque d'en créer d'autres et qu'on va continuer. Surtout dans un monde de plus en plus incertain, où essayer de penser qu'on va avoir une solution à tous les problèmes en même temps, quand on n'est même pas capable de prévoir les conséquences de deuxième, troisième ordre de ce qu'on fait, c'est pareil. Donc il faut faire des choses et imaginer qu'à un certain moment, la transition sera nettement plus loin que ce qu'on est maintenant, mais sans directement viser cette transformation systémique de cet ordre-là. Et mon deuxième point, pour revenir sur la conclusion de Dominique Bourg, sur cette querelle des anciens et des modernes, je pense que c'est vrai, on doit accepter que le projet, l'idée moderne était illusoire, que l'humanité, elle l'aide, elle n'est pas entièrement dans ce bruit de fond monotone avec des pics, peut-être, mais en tout cas, il y a des va-et-vient, il y a des progrès, il y a des régressions, et il n'y a pas en tout cas une trajectoire unique qui va vers le progrès cumulatif en permanence. Mais j'aurais envie d'aller vers une position un peu plus intermédiaire que de dire ok, on abandonne la vision moderne, on revient vers les anciens. Une position qui est peut-être un peu, qui est normative, en tout cas de se dire malgré tout, malgré toutes les raisons pour lesquelles on est ici, ce progrès de l'humanité sur ces dernières 50 ans, 40 ans, 1000 ans, 500 ans, 10 000 ans, on peut le voir un peu comme on veut. On peut considérer qu'il a amené un certain nombre de choses intéressantes et de choses qu'on veut garder. Donc pour moi, l'enjeu à un moment, c'est si on va vraiment vers la fin de la civilisation, comme le dit Philippe Sonnet, avec ses 4 degrés, la question vraiment urgente, c'est qu'est-ce qu'on veut garder de cette... La civilisation, pour moi, ça ne veut rien dire.
La civilisation, c'est pas une entité homogène, on l'a ou on l'a pas. C'est comme la culture, c'est pas une entité homogène, la culture occidentale ou la culture quelque chose. C'est un ensemble d'idées qui sont en réseau un peu avec les autres. Qu'est-ce qu'on veut garder si on va vers une phase incertitude, qu'est-ce qu'on veut garder des progrès malgré tout qu'on peut estimer avoir fait en termes de droit, d'état de droit, de justice sociale, d'égalité homme-femme, etc., etc. Pour moi, il y a quand même là toute une série de choses qu'il est urgent de décider qu'on ne veut pas les perdre dans une phase tumultueuse comme de voilà. Merci beaucoup. Alors on va passer à la quatrième personne, donc Isabelle Cassirs, qui va nous donner un éclairage du point de vue de la science économique. Donc Isabelle Cassirs, c'est chercheur qualifié du FNRS. Elle est professeure au département des sciences économiques de l'UCL, notamment au centre l'IRES et au CIRTES. Alors, outre l'intérêt qu'elle porte à l'histoire économique et sociale, elle mène des recherches dans un contexte interdisciplinaire sur la prospérité, sur les finalités du développement et sur les indicateurs alternatifs au PIB, autour des notions comme la richesse, la prospérité, le bien-être, le développement durable. Et ces recherches l'ont menée à s'intéresser notamment au modèle bhoutanais du bonheur national brut. Et alors, elle a notamment coordonné récemment un ouvrage qui s'appelle « Redéfinir la prospérité, jalons pour un débat public ». Merci beaucoup. Est-ce qu'on a besoin de micro? Oui, c'est utile. Il paraît que c'est mieux. C'est mieux? Okay, d'accord. Ok, merci beaucoup. Eh bien, je n'avais pas du tout préparé d'exposer, puisque le principe, me disait-on, est une table ronde où on réagit. Donc, excusez-moi si c'est un petit peu déstructuré aussi. Et je viens de me faire pour moi-même un rapide PowerPoint comme aide-mémoire. Des réactions à des choses que j'ai entendues. Malheureusement, ce matin, je donnais cours, donc je ne pouvais pas être là. Je suis arrivée un petit peu en retard, je n'ai pris que l'exposé de Dominique au vol. Donc, première partie, réaction. Deuxième partie, quelques éléments de mes propres recherches qui font écho à ce qu'on a dit. Sur l'information, en fait, il me semble que Dominique a évoqué les questions d'information et comme je ne savais pas si j'allais pouvoir écouter ton exposé, Dominique, j'ai relu des textes que tu as écrits récemment et j'étais impressionnée par deux phrases. Les questions environnementales renvoient à une réalité qui échappe à nos capacités spontanées d'appréhension du monde et nous ne sommes plus capables non plus d'apprécier les effets de notre conduite sur autrui. Donc ça, c'est effectivement peut-être quelque chose de neuf, c'est-à-dire que ça a pris une complexité, une dimension et un inconnu tel que ce savoir semble inatteignable. Alors comment essayer quand même de progresser dans ces informations, comment encourager et diffuser cette information? Et il me semble que c'est quelque chose de vraiment important, comme par exemple, si l'on pouvait obtenir des pouvoirs publics que toute publicité à la télévision soit accompagnée d'un temps identique d'information par la société civile sur les dégâts de tel et tel produit, etc., ce serait un progrès formidable. Mais il faudrait évidemment arriver à des degrés d'urgence importants pour que nos pouvoirs publics sortent du lobbying financier et acceptent ce genre de choses. Et tu parlais aussi de la dialectique entre rêve et cauchemar. Et il me semble que rompre ce basculement continu entre un rêve déçu qui nous fait voir un cauchemar suppose de se placer résolument dans la réalité plutôt que dans le rêve via la publicité ou dans le cauchemar via le pessimisme latent que diffusent les informations ou dans l'idée qu'on va dans le mur. Et je trouve que nous avons une responsabilité de diffuser quelque chose qui soit lucide tout en restant optimiste quant à l'avenir de l'humanité, qui reste peut-être tout à fait ouvert. Enfin, je veux dire qu'on ne peut pas non plus ne déclarer que du négatif. Et donc, être dans cette réalité qui est à la fois... il me semble qu'il faudrait pouvoir embrasser la réalité. Et je dis à dessein, et on y reviendra sans doute tout à l'heure, embrasser plutôt que comprendre, parce que comprendre chez nous renvoie toujours à de l'intellect, et je crois qu'il faut pouvoir l'embrasser
Oui, dans quelque chose qui est aussi émotionnel, embrasser une réalité par tout notre être et diffuser cette compréhension au sens très large de la réalité, cette information sur la réalité qui comporte simultanément du tragique et du merveilleux. Et accepter que le tragique et le merveilleux sont étroitement interreliés, accepter leur interrelation. Et cela, il me semble que ça nous fait rejoindre, en tout cas, les sagesses, les spiritualités, qui permettent à l'humain, depuis la nuit des temps, d'exulter dans la réalité, toute tragique soit-elle. Et donc, je pense que là, nous avons à renouer avec ces sagesses plutôt que d'accepter d'avoir cette vision extrêmement pessimiste que nous donne exclusivement le cérébral. Alors, ça me frappe Philippe, quand tu disais qu'il y a un silence de mort sur le changement climatique, et juste la relation que j'avais envie de faire, c'est que nos sociétés évacuent la mort. Et donc, si elles évacuent la mort, si elles ne sont pas capables de réintégrer la mort comme une face inextricable de la vie, enfin, absolument interconnectée à la vie, elles ne sont pas capables d'assumer ce qui est désagréable à voir, ce qui est porteur de mort, et donc elles restent dans le rêve pour échapper au cauchemar, parce qu'elles vivent la mort comme un cauchemar plutôt que comme une réalité incontournable. Je voudrais relier ça à la notion d'émergence, toujours avec un peu de désordre dans ma structure, je m'en excuse, mais j'ai assisté hier soir à une belle conférence de Boaventura, organisée par le IACOS, et c'est un sociologue portugais qui travaille beaucoup au sud, qui a été actif dans le Forum social mondial de Porto Alegre, et qui insistait sur la richesse des savoirs indigènes, qui ont été écrasés par le savoir scientifique dominant, ou par le savoir colonial, par le savoir occidental. Et or, ces savoirs traditionnels ou indigènes sont porteurs de valeurs que les mouvements émergents chez nous recherchent, comme par exemple la terre comme vivant, la terre comme ayant des droits, le droit de la nature. Et je pense que ce n'est pas par hasard si toutes ces sagesses traditionnelles émergent aujourd'hui, parce que les mouvements qui cherchent des alternatives chez nous aujourd'hui ne trouvent absolument pas dans le discours scientifique dominant cette intuition de valeurs qui sont encore portées par ces populations. Et il nous disait que comprendre le monde vu, par exemple, de sociétés péruviennes, enfin, vu des minorités d'Amérique latine ou d'Afrique, ça passe par des mots qui sont intraduisibles dans notre langage et qui montrent un type, une manière d'embrasser le monde radicalement autre. Il nous disait par exemple que dans la langue quechua, le Pachamama, le Buen Vivir est une mauvaise traduction espagnole de quelque chose qui est vraiment porteur de l'idée de la terre-mère nourricière et vivante ou de l'interrelation. Qu'en langue zoulou, on ne pourrait pas imaginer l'idée philosophique, je pense donc je suis, parce que c'est je suis parce que tu es, qui d'emblée dans la langue zoulou montre le sens de la possibilité d'isoler un individu. Et pour moi tout cela résonne très très fort en raison de mon séjour au Bhoutan, dont j'espère pouvoir aussi un tout petit peu vous parler. Je voudrais encore vous dire une autre chose qui a résonné par rapport à ce que j'ai entendu. C'est quand même l'impression d'une immense responsabilité de notre discours, et je trouve que nous devrions sortir du pessimisme ou du fatalisme qui est une forme de soumission à la logique néolibérale. Et aussi, Boaventura hier nous disait qu'il n'y a plus beaucoup d'alternatives, enfin en tout cas il y a l'illusion qu'il n'y a pas d'alternative au capitalisme, et quand il n'y a pas une alternative, on n'a même plus besoin de consensus, on a besoin juste de résignation. Et je pense que nous aurions tort comme intellectuels, comme chercheurs, de présenter quelque chose qui soit assez fataliste ou résigné ou catastrophiste, parce que il me semble que nous avons à refuser ce pessimisme et cette résignation, et que c'est un acte politique du chercheur de le refuser. Et ça me fait penser alors à Patrick Vivray, avec qui je suis souvent en contact à travers le Forum pour d'autres indicateurs de richesse, et qui, avec un sourire solaire, dit « Être heureux est un acte politique », et j'aime bien cette expression. Voilà. Alors, si j'ai encore quelques minutes, je passe de la partie réaction à ce que vous disiez, à ce que j'ai entendu, à
que puis-je apporter de mes recherches très très brièvement à ce débat. Alors il y a 3 thèmes qui structurent mes recherches. C'est l'expérience interdisciplinaire à travers l'ouvrage Redéfinir la prospérité que Emeline a cité. Il y a au sein de cet ouvrage collectif et en prolongation mon travail, surtout avec Géraldine Thierry, que vous avez peut-être entendu ce matin, sur les indicateurs alternatifs au PIB. Et comme exploration en relation avec ces 2 thèmes, mes 2 séjours d'études au Bhoutan, et donc l'expérience du Bhoutan, qui m'impressionne tout en étant très très consciente que le Bhoutan comporte des quantités de points négatifs, donc je ne voudrais pas non plus l'idéaliser. Alors, le concept même de prospérité, pourquoi nous avions choisi le concept de prospérité, c'était quand nous voulions explorer des alternatives au système et dépasser juste le diagnostic de malaise par rapport au système dans lequel nous sommes. Nous avions envisagé toutes sortes de concepts, bien-être, progrès, etc. Et puis celui de prospérité nous avait plu pour son étymologie notamment, prospéreuse, conforme à nos espérances. Et parce que si vous ouvrez un dictionnaire sur le mot prospérité, vous trouvez des définitions qui appartiennent aussi bien au registre de l'avoir, plus de richesse matérielle, l'opulence, l'abondance, le succès dans les affaires, qu'au registre de l'être, état heureux, bonheur, bien-être ou même félicité. Et donc il nous semblait intéressant de réunir différentes disciplines autour de qu'est-ce qui est conforme à nos espérances et qu'est-ce qui pourrait donner un état de félicité. Et dans les lignes de conclusion de l'ouvrage, évidemment je ne peux pas vous parler en détail du livre, mais les lignes de conclusion de l'ouvrage sur lesquelles les 15 auteurs de l'ouvrage s'étaient mis d'accord et que nous avons rédigé à 3, il y avait l'idée que nous sommes actuellement, redéfinir la prospérité, c'est un enjeu à 3 niveaux. Un enjeu historique, et on l'a beaucoup évoqué, nous arrivons sans doute par la force des choses écologiques à la fin d'un système, à un tournant de civilisation, si le climat nous en donne l'opportunité. Il y a un enjeu substantiel au sens où il y a vraiment à définir ce qu'est la prospérité, ce qui fait prospérité, et du coup, entre nous, nous avions pensé que probablement pour les pays riches, ce serait moins d'avoir et plus de liens, d'être. Et si je dérape, c'est parce que je pense à moins de biens, plus de liens sur lesquels travaille Emeline. Et le 3e enjeu, s'il s'agit de redéfinir la prospérité, c'est évidemment un enjeu démocratique. Qui définit la prospérité? Quels sont les lieux pour en débattre? Et là, en écoutant l'appel de Philippe Sonnet aux philosophes, en disant « donnez-nous un cadre », je me disais « mais est-ce qu'on ne doit pas plutôt en appeler aux citoyens et ne pas confier, enfin si, le philosophe peut nous éclairer, mais est-ce qu'il ne faut pas provoquer dans tous les niveaux possibles et imaginables, avec l'homme de la rue, avec le citoyen à tout niveau, avec l'activiste, avec le syndicaliste, le politicien, ce débat sur mais c'est quoi les finalités de notre modèle, que voulons-nous comme finalité, et alors voilà. Et ces 3 niveaux d'enjeux sont très présents dans le débat sur les indicateurs. Ils fournissent une très très belle illustration de ces 3 enjeux. Enjeu substantiel, redéfinir ce qui compte, si ce n'est pas le produit intérieur brut, donc ce qui mesure la croissance économique, si ce n'est pas la poursuite de la croissance économique qui compte, mais qu'est-ce qui compte, que voulons-nous indiquer? Et donc historique aussi dans la mesure où de plus en plus, et de manière très paradoxale, puisque tout notre comportement continue à concourir à la croissance économique, mais de plus en plus il y a un accord, une sorte d'accord sur le fait que c'est un mauvais objectif de poursuite de la croissance économique. On continue à le faire, bien sûr, mais il y a en tout cas ce malaise face à l'incohérence de cet objectif, et un enjeu démocratique dans la mesure où, effectivement, si on disait on va remplacer le PIB par un autre indicateur, mais qui est habilité à le faire? Et de plus en plus de mouvements qui diront c'est pas des experts, c'est pas des économistes, c'est pas des chercheurs en chambre, puisqu'il s'agit vraiment de définir nos objectifs, donc ça doit être démocratique. Et en 3 minutes, oui. Et donc, un exemple très récent que j'ai eu l'occasion avec Géraldine de commenter dans la presse ce week-end, c'était la nouvelle émergence d'un indice de progrès social. Alors sur le substantiel qui comporterait des critères d'épanouissement humain sur lesquels il semble qu'il puisse y avoir un assez large accord, avec une trop faible composante écologique, bon ça il faudrait analyser pourquoi, mais ça c'est clair. Sur le plan démocratique, l'enjeu démocratique, dans l'indice de progrès social, on ne peut pas encore parler de mouvement démocratique, mais en tout cas,
la tentative de créer un réseau d'acteurs qui aille des grandes entreprises multinationales aux représentants locaux, aux mouvements associatifs, aux citoyens. Donc là, il y a une tentative de mettre autour de la table des acteurs extrêmement divers pour voir si on peut se mettre d'accord sur un indice de progrès social et sur son utilisation en réalité. Et historique, moi ça me semble un événement historique s'il prend, parce que ça voudrait dire que ce type de conviction de la nécessité d'un changement gagnerait du terrain. Et je crois qu'il ne faut pas sous-estimer, parce que souvent notre réaction, si on est un peu progressiste ou de gauche, c'est de dire c'est une multinationale qui propose ça, c'est absolument pas crédible. Mais je crois qu'au contraire, le jour où il y aurait un avancement dans le fait qu'une multinationale, que les multinationales sont prêtes à publier des informations rigoureuses dont la société civile puisse s'emparer sur leur impact écologique et social, on progresse, et puis l'Europe pourrait rendre ça contraignant, etc. Mais je voudrais garder une minute pour parler du Bhoutan, alors, qui m'a fasciné en rapport avec redéfinir la prospérité et les indicateurs, puisque le Bhoutan a résisté et continue à vouloir résister au modèle proposé par l'économie globalisée, et affirme que l'objectif poursuivi au sein de sa civilisation toute petite de 750 000 âmes, c'est le bonheur sociétal. Donc le bonheur non pas vu comme de responsabilité individuelle, enfin il y a toujours une part de responsabilité individuelle, mais comme une nation ayant comme responsabilité de fournir à tous ses citoyens des conditions maximales du bonheur, conçues comme état de plénitude, qui n'est pas juste une émotion passagère, qui est comme la réalisation de notre sagesse innée, et qui, par définition, ne peut s'accommoder ni de la souffrance d'autrui, ni d'atteinte profonde à la nature. Et donc, l'idée, c'est qu'il faut une action publique pour que le rôle du gouvernement, le rôle de tous les acteurs publics, soit de favoriser cette réalisation de bonheur sociétal, après, à charge de chaque individu, de la mener jusqu'au bout. Et moi, dans mes recherches, j'ai eu l'impression, mais là, je pense au contrôle des philosophes, je ne suis pas philosophe, que nous avons chez nos anciens des racines qui nous permettent de nous réconcilier avec ce type de tradition, et que la rupture chez nous se passe à partir du XVIIIe siècle, et qu'il n'y a pas une rupture entre Orient et Occident, mais plutôt entre l'Occident pré-XVIIIe siècle et post-XVIIIe siècle. Alors l'indice du bonheur national vise cela, et est associé avec... ils ont rédigé un rapport qui a été remis aux Nations Unies pour un nouveau paradigme de développement dont je crois que je ne veux pas abuser de mon temps, je ne vous parle plus maintenant, ou bien si... Le temps est fini. Oui, le temps est fini. Donc je peux vous parler de ces prémices d'un nouveau paradigme de développement qui est radicalement haut, qui propose le bonheur sociétal comme objectif et une rupture radicale avec notre paradigme actuel. Voilà, merci. Voilà, merci. Désolé, je t'ai... On va terminer donc avec le dernier intervenant, Philippe Cornu, qui nous offre encore un éclairage différent. Donc Philippe Cornu est diplômé en pharmacie, est docteur en ethnologie, mais c'est surtout comme spécialiste du bouddhisme qu'il jouit d'une notoriété qui n'est plus à faire sur le plan international. Donc il est notamment président de l'Institut d'études bouddhiques, chargé de cours en anthropologie religieuse à l'Institut national des langues et civilisations orientales. Et depuis 2011, il enseigne les philosophies extrême-orientales à l'UCL, principalement l'hindouisme et le bouddhisme, et l'histoire des religions. Dans l'un de ses ouvrages récents, Le bouddhisme, une philosophie du bonheur, point d'interrogation, paru en 2013, il propose une lecture de la crise écologique à partir du bouddhisme. Je lui cède la parole pour un quart d'heure. Bien, bonjour, c'est très court, évidemment, un quart d'heure. Moi, je n'ai pas préparé non plus. En plus, je suis arrivé très en retard, et puis on s'est loupé. En plus, c'est dommage, je devais partir. Moi, je suis arrivé trop tard pour l'écouter complètement. Tant pis. Moi, je pense qu'on est dans un problème... l'incertitude du monde, je pense que ce n'est pas un problème nouveau. Le monde, il a toujours été incertain, il sera toujours incertain. On ne peut pas véritablement améliorer un certain nombre de choses, il ne faut pas se leurrer.
le monde est régi par une forme d'impermanence constante. Et tant qu'on refuse cette impermanence, tant qu'on refuse la finitude, on aura des problèmes de plus en plus importants. Je pense que nous sommes dans une société qui refuse sa finitude. Et je pense que quand on ne pense pas sa mort, on ne peut pas penser sa vie. Et ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement grave dans notre société. C'est une société, en quelque sorte, qui essaye d'oublier les fondamentaux de l'existence. Et voilà pourquoi nous en sommes là. Donc je pense que c'est un problème de représentation du monde, mais aussi de la place de l'homme dans le monde, et que ce n'est pas seulement des solutions collectives qu'il faut chercher, mais un travail profondément individuel de réveil de sa propre conscience à l'égard de soi-même et du monde et son rapport avec le monde, parce que sinon on ne fera que toujours traiter les choses vers l'extérieur et jamais vers l'intériorité, et on ne pourra pas véritablement transformer les comportements, car les comportements, ils dépendent avant tout, même les comportements dans les sociétés sont formées d'individus. Et les individus sont malgré tout toujours responsables de ce qu'ils font. Donc il faut revenir à la responsabilité individuelle, c'est indispensable. Mais cette responsabilité individuelle, évidemment, elle doit être liée à l'altruisme, c'est fondamental, parce que sans altruisme, sans pensée altruiste, il est impossible véritablement de changer les choses. Nous sommes dans un système qui est complètement lié. Nous sommes dans ce que le bouddhisme appelle la coproduction conditionnelle, c'est-à-dire ce qu'on va édulcorer sous le nom d'interdépendance, qui est un mot galvaudé à l'heure actuelle, qui veut dire tout et n'importe quoi. Mais dans le bouddhisme, ça veut dire vraiment quelque chose de fondamental, c'est qu'on ne peut pas se penser en dehors du monde. Et que l'homme commet l'orgueil de se penser en dehors du monde, en maîtrise du monde, alors que nous ne sommes qu'une partie du monde, nous ne faisons que respirer l'air du monde, et que si nous polluons l'air du monde, il est naturel que nous soyons malades de cet air pollué. Il faut arrêter de rêver, nous sommes complètement dépendants d'un système clos qui est le système planétaire. Et cette question-là est extrêmement importante, ça veut dire qu'il faut travailler sur notre esprit. C'est pas travailler sur la technique qui va nous sortir des choses, puisqu'on a bien vu que la technique n'amène que de fausses solutions ou des solutions temporaires qui deviennent des problèmes. Il y a vraiment là quelque chose qui est complètement hallucinant de bêtises, d'une certaine manière. Dans l'intelligence humaine, si vous voulez, moi ce que je constate, c'est que nous avons un néocortex, mais que nous n'avons pas maîtrisé en quelque sorte notre cerveau reptilien, et que nous avons mis notre néocortex au service de ce cerveau reptilien qui n'est absolument pas maîtrisé. Et c'est voilà où en est l'humanité à l'heure actuelle. C'est ce problème fondamental. Nous ne pouvons pas véritablement fonctionner dans un système qui, à l'heure actuelle, cautionne, on pourrait dire, une sorte d'ignorance fondamentale de notre nature, de la nature de l'existence, et dans laquelle on ne considère pas non plus la finitude. C'est impossible, en quelque sorte, de pouvoir continuer sur ces bases-là. C'est pas de maintenant. Ça sera toujours le même problème. Et même si on résolvait un certain nombre de nos problèmes actuels, la question se reposera. Car l'homme ne peut pas jouer les démiurges, or c'est ce qu'il fait. C'est ce qu'il fait à l'heure actuelle avec la planète. Donc il y a véritablement un énorme problème qui est lié aussi à la société ultralibérale, qui pour moi est véritablement, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une idéologie totalitaire. Mais encore, c'est la troisième idéologie totalitaire que nous accueillons, après le fascisme et après le fascisme, le nazisme et le communisme. Mais c'est certainement la plus redoutable, parce qu'on n'en a pas encore vu tous les effets. Et pourquoi elle est redoutable? Parce qu'elle est horizontale. Elle ne pense même pas hiérarchiquement. Elle met tout le monde au même niveau, sous la forme d'un individu que l'on persuade qu'il est individuel, qu'il est individualisé, mais juste pour le faire devenir un consommateur. Et donc, tout est fondé sur une narcissisation de l'individu. C'est l'individu narcissique qui est irresponsable et qui devient en quelque sorte un consommateur effréné dans une sorte de magma collectif qui est totalement flou, qui devient de plus en plus flou, puisqu'il n'y a plus véritablement de responsabilité collective au sein des communautés humaines. Les gens ne savent plus communiquer que par des moyens médiatiques qui ne sont pas
de l'écoute, qui ne sont pas de la réflexion d'individu à individu, qui ne sont pas un conseil de village où les gens peuvent tenir compte de chacun des problèmes qui peuvent se poser et les résoudre collectivement, mais dans l'espace humain qui est nécessaire. Et donc nous sommes tous coupés, en quelque sorte, nous sommes coupés de nous-mêmes et nous sommes coupés du monde. C'est ça, c'est comme ça que je le verrais, moi, en tant qu'analyse, je dirais, du point de vue du bouddhisme. Hein, je me place résolument du point de vue du bouddhisme parce que je pense que c'est extrêmement important. Avant de vouloir agir, il faut agir. C'est urgent d'agir, je suis d'accord. Il ne faut pas attendre pour agir maintenant. Mais l'action, elle découle de notre esprit. Et si notre esprit n'est pas au clair avec l'existence, on pourra agir tant qu'on voudra. On sera toujours à côté de la plaque. Parce qu'il n'y a pas de sagesse dans cette action-là. C'est une action qui en réalité est une réaction. Une action bien faite, c'est une action qui a des intentions claires. Des intentions qui sont lucides quant à soi-même, quant aux autres, quant à l'environnement, quant à la planète. Tant qu'on n'a pas cette lucidité sur soi-même, on ne peut pas avoir une lucidité sur le monde. C'est impossible. Tant qu'on a des petits réflexes égoïstes, chacun dans nos vies, et je suis sûr qu'on en a tous, comment peut-on prétendre réformer l'ensemble de l'humanité actuellement en phase, effectivement, d'aller droit dans le mur? C'est impossible. On ne peut pas exiger de l'autre ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. Donc je pense qu'il y a véritablement un gros problème de responsabilité, effectivement, mais à redéfinir à partir d'une interrogation sur soi-même. Qu'est-ce qui nous gouverne? Par exemple, l'économie actuelle, c'est une économie, comme dirait David Lloyd, c'est une économie des 3 poisons. Ça veut dire quoi? Les 3 poisons, c'est ce qui gouverne l'esprit qui engendre la souffrance, hein, en bouddhisme. C'est l'ignorance, premier poison, poison fondamental, poisson racine, c'est-à-dire ne pas comprendre ce que nous sommes, ni ce que nous faisons là. Ça, c'est l'ignorance. Le second poison, c'est le désir de possession. Le désir de possession, c'est un désir possessif, compulsif en quelque sorte, de se constituer comme identité à partir de l'avoir. Et le troisième poison, c'est évidemment l'agression, l'aversion, hein, le fait de repousser tout ce qui est censé menacer ce petit confort narcissique que nous nous constituons. C'est-à-dire que pour le bouddhisme, l'origine de tous les problèmes, c'est précisément ce sentiment d'ego narcissique, qui n'est qu'une construction mentale, qui est basée sur une incompréhension de notre fonctionnement dans le monde. Et tant qu'on ne s'attaque pas à ce noyau, qui est le soi individuel, constitué à partir d'un certain nombre d'angoisses, et qui n'est qu'une construction mentale fictive, on ne peut pas véritablement appréhender l'autre d'une manière correcte, puisqu'on ne s'appréhende pas soi-même dans sa véritable nature. Donc, il faut repartir de l'individu, je suis persuadé. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut attendre de mûrir la sagesse dans l'individu pour faire quelque chose, parce qu'il sera trop tard. Il est déjà probablement trop tard. Mais néanmoins, travailler sur l'esprit, ça c'est quelque chose, c'est un investissement à long terme. C'est vraiment un investissement à long terme. Les investissements autres, ce ne sont que des parades temporaires. Mais nous sommes le produit de notre esprit, et même notre représentation du monde dépend de notre esprit. Tant qu'on ne comprendra pas ça, ce n'est pas le monde qui est un problème. Ce n'est pas les autres qui sont un problème, c'est nous-mêmes. Et si on le comprend déjà, au niveau individuel, ça permet d'aller vers l'autre d'une autre manière. C'est-à-dire que quand on comprend ses propres problèmes, quand on comprend sa propre avidité, quand on comprend sa propre avarice, sa propre jalousie, sa propre prévarication, on comprend celle des autres. Il y a quelque chose en quelque sorte qui s'ouvre sur l'autre. Et on sait très bien que c'est à cause de l'ignorance que tous les êtres agissent d'une manière totalement inconsidérée. Nos dirigeants, comment peuvent-ils à l'heure actuelle encore diriger cette planète, oser diriger cette planète,
nos financiers, comment osent-ils diriger cette économie alors qu'ils ont des enfants? Comment peuvent-ils avoir des enfants à l'heure actuelle, sachant très bien qu'ils nous mènent dans le mur? Quel égoïsme fondamental! Quelle vue à court terme! Quelle ignorance! Donc, moi, je n'ai pas une solution, évidemment, j'ai pas de solution toute faite. Mais j'ai la solution que je sais qu'il faut à la fois agir, prendre conscience, faire prendre conscience au maximum de gens d'une responsabilité universelle, comme le dirait par exemple le Dalai Lama, mais par contre aussi que ça doit se travailler en chacun de nous. Parce que sinon, il n'y a aucun espoir. Alors c'est peut-être un peu radical, mais je pense que si on ne change pas l'esprit effecteur, l'action sera toujours empoisonnée. Par exemple, si on prend la consommation, la croissance, tout ce qu'on peut avoir comme lubie actuelle, c'est complètement absurde. Pourquoi toujours plus, quand on sait que toujours plus sera jamais assez? Par exemple, il faut se poser la question. Oui, 3 minutes. Alors, je pense que quand on parle d'une instance qui pourrait, par exemple, nous permettre d'asseoir une responsabilité universelle, une instance transcendante, oui, je pense qu'il faut une transcendance quelque part là-dedans. Parce que nous sommes dans un monde horizontal, et définitivement de plus en plus horizontal. On ne fait plus appel à la transcendance. Mais la transcendance, alors là, bien sûr, c'est un point de vue bouddhiste que je vais exprimer, elle est dans l'immanence. C'est dans l'immanence qu'il faut aller la chercher. Ce n'est pas un directeur de conscience qu'il faut aller chercher de très loin, c'est à l'intérieur de soi-même. C'est notre capacité de faire la lumière en soi-même et de comprendre véritablement notre rapport réel à l'existence et au monde. Là est la transcendance. Si nous sommes capables de véritablement nous relier à notre véritable nature, qui, elle, en réalité, est inconditionnée, eh bien, nous rejoignons l'inconditionné à ce niveau-là. Mais cet inconditionné ne peut pas être prévaricateur, ne peut pas avoir des comportements égoïstes. Évidemment, pour ça, il faut faire un gros travail sur soi. Mais chercher les solutions vers l'extérieur, chercher toujours, comme nous le faisons depuis le début des Lumières, finalement, qui sont en fait une sacrée obscurité, si on regarde un peu ce que ça a donné. Je trouve que là, vraiment, il y a un gros problème. On a tout extériorisé. On extériorise tout. Notre esprit, on l'extériorise à travers nos instruments. Nos ordinateurs sont des prolongations monstrueuses de notre cerveau. Nous avons des tentacules partout. Nous sommes capables d'aller sur la Lune, mais nous ne savons pas ce que nous avons dans notre esprit. Moi, je pense que le problème, il existe déjà à ce niveau-là. Qu'est-ce que nous voulons donc conquérir? Pourquoi voulons-nous donc conquérir le monde? Quel intérêt y a-t-il à conquérir quelque chose? Sommes-nous heureux de conquérir le monde? Moi, je pense que ce sont des questions comme ça qu'il faut se reposer. Ça paraît peut-être totalement idiot, peut-être banal, ou je ne sais quoi, mais je pense que tant qu'on ne se pose pas des questions fondamentales, qu'on arrête un petit peu de cogiter, parce qu'on peut toujours cogiter, effectivement, sur le monde, le devenir du monde, le malheur du monde, etc. C'est pas de maintenant. Ça a toujours existé, ça existera toujours. On peut repeindre les barreaux de la prison. Si vous voulez, on peut même les changer en barreaux dorés. C'est pas un problème. Mais ça sera toujours une prison. Voilà. Voilà, avant la conclusion, on va peut-être prendre quelques réactions de la salle. Oui. Mais moi j'ai une petite, pas question, mais enfin réflexion. On a dit que le bonheur, un bonheur sociétal. Pour moi, un bonheur sociétal, ça n'existe pas. Chacun fait son bonheur.
en choisissant ce qui convient, ce qui ne convient pas, etc. Mais sociétal, non. Si vous devez attendre que la pomme tombe dans votre bouche, comme disait Alain, eh bien, vous n'aurez pas de pomme dans votre bouche. Peut-être que je devrais davantage définir ce que j'entendais par bonheur sociétal, ce serait plutôt les conditions sociétales du bonheur de chaque membre de la société. Alors avec l'idée que, bien sûr, personne ne pourra vous rendre heureux à votre place, mais que s'il y a du sens à l'action publique, c'est bien de faire en sorte qu'un maximum de conditions de bonheur soient données à chacun. Alors ça se discute, certains diront non, l'action publique vise la justice ou vise l'efficacité, etc. Mais en tout cas, le Bhoutan dit le sens, la finalité même de l'action publique, c'est de réunir des conditions qui permettent à chacun de poursuivre son bonheur. Et alors, comment on les définit, ça ne tombe pas du ciel, ça doit faire l'objet de débats selon les cultures et les époques de chacun. Donc, probablement que ce qu'ils ont constaté comme condition sociétale du bonheur au Bhoutan au XXe siècle, c'est pas la même chose que ce qu'on délibérerait entre nous. Mais l'idée est là. Donc, ce n'est pas du bonheur sociétal, c'est les conditions sociétales du bonheur. Je veux bien prendre la parole. Je ferai quand même une réaction de temps. Parce que d'une certaine manière, je me demande dans quelle mesure il se passe. Parce que, bon, il y a une critique de la modernité qui dit que c'est la modernité qui aboutit à, disons, à une impasse complète. Bon. Parce qu'on oppose modernité et finitude. Bon. Alors ma question est, qu'est-ce qu'on a comme concept de modernité ? Le concept de modernité qu'on a eu tout à l'heure, c'est en termes historiques, au fond, c'est une modernité qui est pensée comme un processus finalisé. Moi, je trouve que c'est une approche de la modernité, mais on peut très bien voir comme concept fondamental de modernité, c'est le rapport au vrai qui passe par la raison. Je pense que le concept de raison est fondamental. D'une certaine manière, ma question c'est celle-ci, est-ce qu'il n'est pas possible de penser une nouvelle forme de la modernité qui intègre la finitude ? Parce que, je veux dire, ce qu'il y a de neuf depuis la fin du XXe siècle, c'est d'une part la prise de conscience du caractère fini des stocks. Hein, donc, d'une certaine manière, l'être humain se redécouvre un être de nature, puisqu'on est un élément de l'écosystème. Autrement dit, mais donc ma question, est-ce qu'il ne faut pas faire attention de ne pas vider l'enfant avec l'eau du bain, comme on dit classiquement. Mais je dis, dans l'intuition moderne, il y a quand même... effectivement, il y a une sorte d'association qu'on pourrait considérer d'accidentelle. Alors là, c'est tout le débat. Parce qu'il me semble qu'il faut distinguer la question de la modernité du lié au capitalisme. Transformer les individus en des consommateurs moutonneux, ça n'a rien à voir avec la modernité. Ça c'est le capitalisme. Alors, il se fait qu'effectivement, depuis une cinquantaine d'années, il y a une association de fait entre l'intuition moderne et le développement scientifique auquel il a donné lieu, et d'autre part le capitalisme. Moi, je pense qu'il me paraît essentiel de dissocier ces choses, et de penser effectivement parce que la modernité, ça a quand même produit la science. Quoi qu'on en pense jusque maintenant, moi je trouve que la science est une des grandes merveilles que l'humanité se donne à elle-même. Donc, chacun a sa manière de voir les choses, mais je ne suis pas prêt à mettre la science à la poubelle. Et plus fondamentalement, je pense que le discours scientifique est porteur de vérité. Ça se discute, pas de vérité totale, mais d'un certain type de vérité. Parce que donc il y a tout le rapport à la rationalité. Ce que nous apprend les 3 derniers siècles, c'est que la rationalité a quand même porté des choses très fortes. Alors on est clairement dans une crise en société, mais c'est pas parce qu'on est dans une crise en société que la modernité doit être complètement... Donc ma question serait celle-ci, d'une certaine manière. Est-ce qu'il n'est pas possible de dissocier le concept de modernité d'un fonctionnement d'un système capitaliste, parce que je trouve qu'on a une confusion complète actuellement entre ces deux choses-là. 2, est-ce qu'il n'est pas possible qu'une modernité soit pensable qui intègre la finitude, et la finitude de la raison? Oui, exactement. Pour moi, je suis d'accord avec vous. C'est pas la modernité en elle-même, c'est le dérapage de la modernité. C'est-à-dire, c'est les idées modernes de rationalité aussi qui ont fini par se déshumaniser. On l'a vu au XXe siècle. Je veux dire, c'est la rationalité qui amène aussi à Auschwitz. Je suis désolé. C'est une forme de rationalité. Je suis désolé. Non, mais il faut quand même regarder bien les choses. Quand la raison
quand la raison se désolidarise de l'humanisme, se désolidarise de la spiritualité, on obtient des effets effrayants. C'est-à-dire qu'on réduit l'homme à la rationalité. Mais l'homme n'est pas seulement un être rationnel. Il doit être un être global, intégral. C'est aussi, la rationalité qui a donné les droits de l'homme et la leçon que les êtres humains ont tiré d'Auschwitz. C'est trop court de dire la rationalité qui a donné. C'est pas le problème de la rationalité, c'est la rationalité qui tourne en roue libre. C'est pas le problème de la rationalité. Je ne peux pas accepter l'affirmation c'est la rationalité qui a voulu Auschwitz. Les rationalistes, les libres penseurs rationalistes sont les premiers à avoir été dans les camps de concentration. Alors je peux vous donner un autre exemple, je suis désolé, mais la rationalité scientifique a donné la bombe atomique aussi. Mais Auschwitz, c'est pas la même chose. Auschwitz, c'est pas la même chose. Non, écoutez. Réfléchissez donc à ce qui est devenu. Réfléchissez donc à ce qui est devenu, par exemple, l'agroalimentaire à l'heure actuelle. La façon de gérer le vivant. Vous pensez qu'on aurait pu gérer le vivant comme on le gère, froidement, méthodiquement, d'une manière totalement déshumanisée, s'il n'y avait pas eu justement ces permissions qui ont été données, ces horribles permissions qui ont été données par la Seconde Guerre mondiale. Non, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. On dérape complètement. On ne va pas les laisser en venir aux mains quand même. Non. Non, on est dans le débat, il n'y a pas de problème. Je ne suis pas un antirationnel. Je ne suis pas un antirationnel. Moi-même, je juge de rationalité constamment. Ce n'est pas la question. Je parle d'une rationalité qui se détache de l'humanisme. Qu'est-ce que devient la rationalité pure? Je vous le demande. Mais un concept de rationalité pure n'existe pas. Une réaction. Modernité, c'est pas ça. Justement. Une réaction ici, et puis on aura une question par là-bas. La réaction que j'aurais, c'est de poser une question. Est-ce que, quand tu dis, Bernard, le discours scientifique est porteur de vérité, j'en suis aussi convaincue, mais est-ce qu'un problème n'est pas que cette vérité scientifique a été un peu impérialiste au sens où elle n'accepte pas de figurer comme vérité parmi d'autres. Et bon, je prends par exemple, quand je parlais de connaissance plutôt que de compréhension, qu'est-ce qu'un scientifique fait de l'intuition mystique? Ça existe quand même. Et donc, il va dire, je ne sais pas, il va refuser. Et donc, justement, Boaventura hier expliquait de manière intéressante, je trouve que le colonialisme avait produit un discours tellement totalisant que ça avait éradiqué toute élaboration des savoirs traditionnels, comment on les appelle, enfin des sagesses indigènes, qui pourtant étaient très élaborées, mais parce que le savoir, le discours scientifique contemporain ne peut pas s'accommoder de la coexistence d'autres rationalités ou d'autres formes de voir le monde. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est précisément ça. Historiquement, c'est évident que la colonisation, c'est une foi dans une rationalité très étroite. Et d'ailleurs, Hegel, c'est typiquement ça. La culture occidentale, c'est l'aboutissement de l'histoire. Bon, donc là, on est dans une logique folle. Donc, d'accord, c'est clair qu'il faut rompre par rapport à cette conception de l'histoire. Mais quand je parle d'une rationalité qui intègre la finitude, c'est une manière de dire qu'à côté de la rationalité scientifique, mais qui doit être respectée dans ce qu'elle donne, il y a place pour d'autres discours. Mais c'est pas pour ça qu'il faut mettre la rationalité scientifique à la poubelle. Non. Par exemple, dans tout le débat sur le darwinisme, regarde dans tout le débat sur le darwinisme. Mais on est totalement d'accord. Dans les débats avec les créationnistes, moi je ne fais aucune concession sur la question d'âge. La question du créationnisme a son sens, si on est dans le registre théologique, mais dans le sens, au niveau scientifique. Bon, ça fait débat, c'est passé à la Cour suprême des États-Unis. Monsieur, il y a un discours sur la modernité qui me semble-t-il, donc je plaiderais plus pour une modernité critique, une nouvelle forme de modernité, que de dire qu'il faut foutre la modernité à la poubelle. Et en tout cas, je ne pense pas que ce soit la modernité en tant que telle qui a produit Auschwitz. On va laisser cette question. Essentiellement, je voulais un peu abonder dans le sens de ce que disait mais si tout le monde est d'accord, c'est d'accord. Mais c'est un peu ça que je voulais dire quand je disais il faut savoir qu'est-ce qu'on veut garder. La rationalité, c'est un outil comme un autre, un des outils que l'humanité a inventé. Donc après, s'il est utilisé mal, il est utilisé mal. On ne blâme pas l'outil, on blâme l'utilisateur. Donc
Et pareil pour est-ce que la rationalité de la science est totalisatrice? Est-ce qu'elle veut écraser les autres formes de rationalité? Je ne crois pas. J'ai rarement eu l'impression de rencontrer des scientifiques qui pensaient ça. L'utilisation de la connaissance scientifique par les officiels dans les colonies, c'est une chose. C'est différent du statut de vérité que le scientifique estime pouvoir coller à ce qu'il a produit comme ça. Voilà. Alors, on avait une question là-bas, oui. Je voudrais retenir quand même ce que dit Bernard Feltz. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire la distinction entre la raison et l'humainement raisonnable et supportable, c'est-à-dire les dérapages que notre raison rationalisante peut apporter et qui sont des fictions inhumaines comme effectivement Auschwitz. Et ça, pour moi, ça n'est plus la raison, quoi, dans le sens des Lumières. Bon, donc il faut... Parlons des mots. Mais je voulais revenir sur ce que vous dites sur la conversion intérieure et sur laquelle Isabelle Cassirs travaille beaucoup aussi. Je suis tout à fait d'accord. Il y a 3 portes d'entrée pour résoudre le problème climatique. C'est espérer que demain nous devenons tous, je dirais, très conscients du problème climatique et parvenons à limiter tellement toutes nos émissions de gaz de CO2 que finalement la planète retrouve son équilibre. La deuxième solution, c'est la solution contraignante qu'on essaye d'avoir maintenant en 2015. On va faire des grands accords internationaux qui vont contraindre toutes les nations à essayer. Et la troisième solution est la solution technocratique. Mais finalement, dans la solution bouddhiste, Dominique Bourg l'a bien dit tout à l'heure, il y a une mécanique infernale qui est en cours aujourd'hui et sur laquelle, même en étant bouddhiste, la catastrophe aura lieu. Et donc, il faut au contraire maintenant agir sur non seulement une diminution de nos émissions de CO2, mais en retirer encore plus si on veut sauver et échapper à cette mécanique infernale. Et donc, la conversion intérieure est très importante parce qu'elle est une des 3 dynamiques, mais il faut aussi envoyer maintenant, on a parlé bien sûr des technologies, je dirais de la géo-ingénierie et tout ça, où on fait des projections tout à fait absurdes, mais par exemple, il y a des mouvements écologiques maintenant qui prennent du bois et le remettent dans les mines pour séquestrer ce CO2 qui est dans le bois. Eh bien, c'est une solution écologique très raisonnable parce que si on fait ça à grande échelle, on fait marche arrière par rapport à tout ce qu'on a fait pendant toute la révolution industrielle. Voilà. Donc, la thèse du suicide, c'est on peut mourir dans la sagesse, mais avec une mécanique infernale qui est en cours, ou au contraire, on essaye lucidement de voir à arrêter cette mécanique. Oui, mais je visais simplement un petit peu radicaliser, disons, essayer de réveiller un peu quelque chose. Mais bien entendu, il ne s'agit pas de se suicider. C'est évident. D'autre part, la rationalité, je ne l'ai pas attaquée en tant que telle. J'ai attaqué une rationalité qui devient folle, en quelque sorte. Et je pense que, si vous voulez, ce n'est pas la modernité qui est en cause, mais une certaine forme d'expression qu'on appelle l'hypermodernité, notamment, qui effectivement est une sorte d'exacerbation des défauts de la modernité. Je pense que c'est ça qui est un problème. Et il faut revenir à un équilibre. Et pour ça, il faut non seulement de la rationalité, mais aussi de la spiritualité. Ça, j'en suis persuadé. Je pense que l'humanité a besoin de spiritualité, définitivement. Alors, on n'arrivera pas à se mettre tous d'accord, de toute façon, sur toutes ces questions, mais il est l'heure de la conclusion. Ok, voilà.